c'est le matin, je fasse une vidéo, parce que je me suis promis d'en faire une. Donc Péchar, ou Pessah, la Pâque juive, ou la Pâque qui va arriver chez nous aussi d'ailleurs, c'est l'équinoxe de printemps. Les religions sont là pour parler de quelque chose, de le signifier plus précisément, et en le signifiant, on fait le tri entre ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. Ceux qui comprennent ont accès à quelque chose de très précieux qui ne doit pas être dévoyé, et ceux qui n'ont pas compris sont occupés à comprendre quelque chose toute leur vie, en fait. Le signe des poissons dans le zodiaque se situe juste à côté de celui du bélier, et le point entre les deux signes, le pont, le passage, justement, c'est l'équinoxe de printemps. Que fête-t-on chez les Juifs dans Péchar? On fête la sortie d'Égypte. Et la sortie d'Égypte, en fait, c'est la fin de la captivité. Le peuple hébreu était retenu, en tout cas c'est comme ça que le raconte le récit. Il en est sorti, mais pas n'importe comment, il a traversé la mer. Ils ont traversé la mer comment? En la séparant, en l'ouvrant en deux. Alors, c'est Moïse qui a guidé le peuple, comme un berger guide son troupeau. Le mythe en lui-même contient tout un tas de détails, avec un récit très étoffé, mais c'est pas de ça dont je voudrais parler, parce qu'en fait, chez les anciens, on habille de beaucoup de choses des idées très simples. C'est dit explicitement dans le mythe de Babel, puisque Dieu serait descendu pour confondre les hommes par le langage. Autrement dit, il y avait une langue commune à tous, et elle a été confuse. Alors comment on sème la confusion? Eh ben c'est pas compliqué, il suffit de rajouter. On rajoute tout simplement, parce que plus on a de tête à taper, plus il y a de détails, plus il est difficile de savoir quelle était la chose à retenir à la base. L'hébreu, comme toutes les autres langues, ne sont que des dérivés, des confusions de la langue d'origine. La langue d'origine, faut pas la chercher dans un peuple en particulier, faut pas la chercher dans une langue actuelle particulière, puisque c'est celle qui a donné les autres. Déjà parce que les choses elles-mêmes n'ont plus forcément les mêmes apparences, et parce qu'elles n'ont plus la même place dans nos vies. Parce que il faut comprendre que nommer une chose chez les anciens, c'est pas pour rien que Adam nomme les animaux dans le jardin d'Éden, selon les consignes de Dieu. Au moment où on nomme quelque chose, en fait, on lui donne une place parmi les autres choses. Donc en fait, c'est de la géométrie. On donne une position à quelque chose que l'on désigne. On le met en relation avec les autres, en fait. Et le fait de faire ça nécessite, la plupart du temps, un cadre, un contexte. On va pas nommer une chose dans le néant, on lui donne un cadre. Et chez les anciens, avec peu de mots, on pouvait exprimer suffisamment de choses, parce qu'à partir du moment où on se côtoie, le contexte n'est jamais très loin. On est la plupart du temps dans le même contexte. Et si jamais on n'est pas là, on donne les moyens d'y accéder, simplement par où on a placé l'information. Moïse, Moshe, il faut comprendre qu'en fait, la première chose que l'on fait quand on dit ça, Moïse, Moshe, en fait, on utilise le nez. Quand on fait la bouche est bloquée, en fait, l'air ne passe pas, et il passe par ici. Alors, vous aurez noté que j'ai utilisé 2 ou 3 fois le mot « passe ». Donc là, on commence à rentrer dans le vif du sujet, puisque Moïse, c'est le nez, en fait. Oui, aussi bizarre que ça paraisse, c'est le nez. Parce que que je fasse un M ou un N, en fait, on n'en a rien à faire, parce que ça se situe une fois que j'ai ouvert la bouche.
hein. Quand je dis N ou M, ça veut simplement dire que j'ai fini par relâcher la pression nasale, soit par une dentale, avec un N, soit par une buccale, avec un M. Donc, en fait, dans les deux cas, on a le nez qui est utilisé, c'est donc une nasale. Et vous remarquerez que le M ou le N, en plus du petit jeu de mots que l'on peut faire sur l'amour et la haine, il est au milieu de l'alphabet. On peut plier l'alphabet en deux, on aura M et N à cet endroit-là. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose, n'a aucune importance. Donc, le nez va donner tout un tas de noms qui commencent par N, du coup, et pas par M. Mais c'est les mêmes. C'est-à-dire que si je dis Moshe, Moïse, Moche, je peux enchaîner avec Noche, comme Noche, pour la nuit, le mot nuit lui-même, la négation, le noir, non, et quand on fait non, qu'est-ce qu'on fait? C'est le nez qui fait des demi-tours. Il faut comprendre que chez les anciens, il n'y a pas un sens à une chose, mais on plaçait un signe quelque part, et c'est le contexte qui va lui faire donner le sens adéquat. Donc c'est une manière de voir le monde éminemment subtile, poétique, et scientifique au sens bien compris du terme. C'est-à-dire qu'il y a du savoir là-dedans. Quand on est capable de faire des liens entre les choses, ça veut dire qu'on arrive à leur trouver la cohérence qui fait qu'ils sont là où ils sont. Et c'est exactement ce que font les scientifiques en fait. C'est-à-dire que on a un phénomène quelconque. Quand on ne le connaît pas, on se dit qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi? Qu'est-ce que ce n'était pas? À quoi ça me fait penser que je connais déjà? Il y a une pub comme ça, je sais pas si je pourrais la retrouver, mais il y avait un touriste qui allait au Japon, ou en Chine, je ne sais plus, c'était des Asiatiques en tout cas, et en fait, il leur montrait une photo de bidet pour aller aux toilettes en fait. Et donc du coup les touristes, les autochtones, souriaient et lui indiquaient comme ça la direction pour aller aux toilettes. Et en fait, eh bien c'est ça le langage en fait. Et le langage n'a rien à voir avec les mots qu'on utilise. C'est uniquement la tentative d'articuler des choses qui, autrement sans cette astuce, ne seraient pas liées entre elles pour l'interprète que nous sommes. Hein, parce que la question est très importante. Est-ce que l'univers serait toujours là si nous n'étions plus là? Faut être là pour le savoir, en fait. Une fois qu'on n'est plus là, on n'est plus là. Donc, cette problématique, elle est là pour mettre en avant une idée simple, c'est qu'il ne peut pas y avoir de lecture sans lecteur. C'est aussi simple que ça. Pour interpréter quelque chose, il faut un interprète, et les anciens avaient ce souci, c'était d'être accessible à la multitude, au moins par les outils. Le moyen de trier ensuite qui a accès ou pas à l'information se fait sur un autre octave, si je peux dire ainsi, qui est celui de l'esprit. Est-ce que la personne est lourde, pas lourde? Est-ce qu'elle est vertueuse? On va me dire quel est le rapport? Eh bien, parce que justement, la créativité s'exprime bien plus et bien plus facilement lorsque les outils et les moyens sont simples. Donc, moins il y a de mots, plus il faut être créatif avec. Et si on est créatif, il faut comprendre que chez les anciens, ça veut dire que l'esprit est descendu. Donc, quelqu'un de vertueux est forcément créatif. Regardez un enfant. Le thème de l'enfant est central. Il ne sait pas parler. D'ailleurs, enfant, en latin, infans, c'est de là que viendrait le mot enfant, qui ne parle pas. In, fent.
Alors on retrouve le in ou ne, me, le fameux nez dont je parlais tout à l'heure. J'indique par mon visage, la manière dont j'utilise les organes et par le son que je produis que le souffle qui est en moi est retenu, il est bloqué. Alors, il n'est pas totalement bloqué puisqu'il sort par le nez, mais il sort de manière suffisamment contrainte pour qu'on y décèle l'idée que je le retiens, et que si je le retiens, ça veut dire que je parle de ce qui est dedans, dans moi. Et c'est pourquoi le mot donne l'unité, un, parce que 1 est dans tous les nombres, et tous les nombres s'y ramènent. Et il est tout seul. On ne peut donc pas le sonder, en fait. Il est inconnu. Il est inconnu, en fait. Ce que l'on ne peut pas voir, ce qui est confus, chez les anciens, ça veut dire qu'il est donc voilé, caché. Et ce voile-là, c'est une notion angoissante, parce que quand la nuit arrive, par exemple, on ne distingue rien du tout, sauf quand la lune est pleine. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le principe négatif, cette idée de négation, vient à la base de cette idée de retenue, contraint, masqué, caché. Ça a des dizaines et des dizaines de sens dérivés qui sont en fait le même. C'est toujours la même chose, mais il faut arriver à le voir en situation pour comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça. La nuit est la négation du jour, puisque le jour y est absent. On pourrait même dire, si vous voulez, que la Terre a tourné le dos au Soleil. Ça marche aussi. Le noir, ou le mort, ou la mort, toujours cette même idée, elle est comme la nuit, hein, c'est-à-dire que quand on va se coucher, c'est une petite mort pour un enfant. Certains angoissent. Quand on dit Moïse, moche, noché, principe négatif, ça n'a rien à voir avec une idée de refus, en fait, parce que ce nez, en l'occurrence, si je me mets comme ça, on comprend mieux, c'est la partie la plus saillante du corps. C'est donc celle qui va en premier dans une direction. Quand on se tourne ou quand on s'oriente, en fait on fait ça, si vous avez déjà vu des chiens renifler le vent, ça fait ça. En fait, c'est comme une flèche qui pointe quelque part, et donc c'est une idée de direction de guide. Et c'est effectivement ce que fait Moïse, puisqu'il guide le troupeau des brebis, vous avez compris l'idée. Il guide le troupeau et il va même jusqu'à, écoutez bien, fendre la mer. Fendre la mer, avec le nez bien entendu, puisque quand un nouveau-né, c'est un nouveau-né, hein, quand il arrive au monde, par la tête, c'est pour ça que d'ailleurs Nas a donné Noz, a donné Nazi, Nassir, Nasser et Prince en fait. Hein, c'est pour ça qu'il y a la race des seigneurs à la base. Ce sont des gens qui passent en premier. Vous voyez l'idée? Ça passe en premier. Et le premier fait référence à un, il n'y en a qu'un, et tous les autres sont en dessous. Ok? Ils sont au sommet de la pyramide. En quelques secondes, je viens de brasser énormément d'idées, parce que c'est vraiment comme ça que fonctionne le langage à la base. Et ce que l'on pense d'un noble ou d'un seigneur n'a rien à voir avec le sens de ce que l'on nomme un seigneur. Un prince, un nazi, un nasser, un nazir, ou un né, un os. Il faut comprendre que ce sont simplement des ponts entre des images que les anciens ont soumis à l'étude, et que les hommes ensuite utilisent selon les circonstances pour les besoins
pour les besoins de leur communauté. Je parlais du né et du nouveau-né, en l'occurrence, puisque avant ce né-là, il n'y en avait pas, hein, donc le nouveau-né. Les anciens l'ont comparé à un soleil levant. C'est un astre ou un estre, hein, c'est le même mot, et il sort de la mer. La mer de sable, comme le parc d'attractions, ça fonctionne aussi avec le désert, et ça ressemble un petit peu à quand même ce qui s'est passé avec la sortie d'Égypte. On était dans le désert. Le nez sert à s'orienter parce que s'orienter, c'est trouver son orient. L'orient, c'est là où le soleil se lève. Donc là, vous commencez un petit peu plus à imbriquer le puzzle. Il faut comprendre que l'Orient, le mot qui est derrière, en fait, c'est le même qui a donné Arien. Ok, Arien. Donc, les Ariens, les seigneurs, en l'occurrence, les guerriers qui font la guerre, ce sont bien eux, en fait, hein, ce sont les nobles. Les nobles, ça commence par un nanana, les nobles. Donc, iron, en anglais, c'est le fer. Le fer, c'est ce qu'on croise quand on est guerrier. Et c'est également le monde des affaires. Puisque quand il n'y a pas la guerre, il y a le commerce. Et le commerce, c'est une guerre, concrètement. On pourrait se dire, ah ouais, mais c'est violent, c'est une idée négative du commerce. Bah, en fait, c'est plutôt... La guerre est une vision négative de l'amour. Pourquoi ? Parce que la guerre, elle est issue d'un autre radical qui a donné craie. Le craie, ou la craie, ou le crayon, c'est quelque chose qui permet de déposer, de faire un dépôt, en fait. On frotte. Crayon en grec, ça veut dire frotter, en fait. Hein. Donc, on dépose quelque chose, dans Christ aussi, puisque Christos, ça veut dire loin de Dieu. Et l'onction, c'est quelque chose que l'on frotte, en fait. On dépose quelque chose de gras, donc craie, gras, c'est la même idée. C'est gras et ça fait grossir. Et ce qui est gros, ce qui gonfle, en fait, chez les anciens, c'est le signe qu'un enfant va sortir, un nouveau-né, donc. Ah, ça avait l'air d'être une digression, mais pas du tout, en fait, on est toujours dans le même sujet. Ce nouveau-né, donc, sera un noble, en fait. Le noble en question, encore une fois, hein, depuis tout à l'heure, peut-être que la plupart d'entre vous sont en train de se dire « Non, les nobles, je les déteste, c'est des connards », mais en fait, on s'en fout. L'idée, c'est pas de savoir s'ils ont dégénéré et sont devenus bons à abattre, hein. Y a des trous du cul partout, c'est pas la question. Mais ce que on a désigné comme noble, comme seigneur, comme nazi, Nasser, de tout ça, à la base, ce sont des princes. Des princes, c'est quoi ? Comme dans Principe, c'est quelque chose de qualitativement unique, on va dire ça comme ça, en tout cas très petit nombre, il y en a beaucoup moins que les autres, des nobles, puisque tout le reste c'est ce qu'on appelle le peuple, donc on va pas chercher à midi à 14h, ça veut dire qualité contre quantité, c'est tout, il n'y a pas besoin d'en penser quoi que ce soit, c'est simplement ce que ça désigne. Donc ils sont petits en nombre, et s'ils sont petits, ils sont comparables aux enfants, qui sont précieux, parce que ce qui est petit est précieux, ce qui est précieux est rare, ce qui est rare est cher, et si c'est cher, c'est care, on s'en care, ou to care en anglais, c'est-à-dire qu'on en prend soin. On en prend soin, c'est-à-dire qu'on est en relation avec. Les nobles, c'est ça l'idée, c'est qu'ils sont des petits soleils autour desquels on va s'agglutiner comme les hommes s'activent sous le soleil quand il se lève, en fait. Hein, c'est le matin, allez c'est parti, on va faire la journée. Donc, si on fait le lien avec ce que j'ai dit avant, avec le nez, le guide, l'orientation, trouver son orient, c'est trouver sa direction.
Donc vous voyez qu'on a orient, direction, nez, comme une aiguille sur une horloge. Cette aiguille qui tourne et qui trouve son orientation, elle est permise dans ce qu'on appelle une boussole par le fait qu'on utilise du fer. Donc là, on comprend mieux pourquoi effectivement iron en anglais donne le fer. Parce que le fer, c'est quand même le métal des guerriers, hein, puisque c'est avec l'acier qu'on fait les armes. Il a cette qualité de rougir. Donc vous voyez aussi pourquoi le soleil levant, l'Orient, est rouge, en fait. Alors, on va se dire, ouais, mais ça fait quand même vachement de congruence, on peut pas envisager que les anciens aient pensé à autant de trucs quand ils ont nommé les choses. Ben si, mais en fait, il faut bien comprendre que ce n'est pas quelque chose de complexe, ce que je raconte. C'est l'inverse. C'est très simple, et quand on est soi-même compliqué, on sépare toutes ces choses là où l'esprit le plus simple les englobe toutes et dit ouais c'est bon c'est facile. Pourquoi? Parce que je revenais aux enfants justement. Les enfants ne savent pas parler. Je reviens sur cette histoire d'infant. Infant. Donc in veut dire dedans. En latin, en anglais et en français, nous on dit en. On ne dit pas in, on dit en, mais c'est exactement la même chose. En fait, c'est n. Donc, quand on dit en, d'ailleurs, le préfixe un, quand on dit, je sais pas moi, incolore, c'est une idée négative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couleur. La couleur est absente. Donc, c'est privatif, il n'y a pas la chose que l'on désigne. Si elle n'y est pas, il faut comprendre que ça veut simplement dire qu'elle est hors de portée. Il faut bien comprendre que les anciens sont des pragmatiques, on ne dit pas qu'une chose n'existe pas dans l'absolu, on dit juste que l'observateur n'y a pas accès. Vous comprenez la subtilité? C'est pourquoi on peut du coup faire le lien entre le 1 privatif ou le in qui veut dire dedans. Si c'est dedans et que c'est masqué, qu'on n'y a pas accès, alors il est absent. On va pas dire oui, il y est, mais il est derrière. Non, mais on s'en fout. Il est absent. On n'y a pas accès, on peut rien en faire. Donc il est dedans. Et ce en, c'est le même en qui a donné le mot âme. Donc l'âme d'une personne ou d'un objet, de quelque chose, c'est ce qui est dedans et qu'on ne voit pas. Ok? C'est simple, c'est très très simple. Donc infants, enfant, en fait, enfant c'est mieux. Il faut bien comprendre que le français ne vient pas du latin. Ça c'est un des mythes. Non, le français n'est pas du latin. Le latin est du français, mais c'est une mentalité. Je parle pas du français qu'on parle en 2021. Je parle de le baragouinage plus ou moins structuré que parlaient les peuples et dont on a fait le latin. Le latin est une langue éminemment structurée, complexe, avec des préfixes et des suffixes, des déclinaisons. C'est pour ça que c'est une langue qui a servi à l'administration, à l'église. C'est quelque chose d'extrêmement structuré. On n'est pas dans quelque chose d'organique comme ce que je suis en train de vous expliquer. Donc ce qu'on a appelé le bas latin, c'est-à-dire le latin vulgaire en fait, qui aurait donné le français, c'est une maladresse en fait. C'est la langue vulgaire, tout court, celle du peuple, celle qui se baragouine avec des mots bêtes et simples, qui a servi d'appui pour faire le latin. C'est pour ça qu'il y a le pont entre les deux. On peut passer du latin au français, du français au latin, mais par le fait que le français, la langue vulgaire, a permis de donner le latin.
Il y a d'ailleurs des tas de mots français qui viennent du grec archaïque sans passer par le latin. Donc ça veut bien dire qu'en fait le français, dans une partie de son usage, est antérieur au latin. Bon, voilà, c'est tout. Donc, je disais... Voilà. Enfant. Qui est dans, ou qui est derrière, on peut dire ça comme ça, la fente. Et la fente, en fait, c'est celle-ci. Et il faut comprendre que chez les latins, par exemple, infans désignait autant l'enfant qui ne parle pas, donc, puisque c'est comme ça qu'on dit qu'il ne parle pas, c'est-à-dire muet. Muet, c'est qui ça ne sort pas en fait, hein, donc c'est tout à fait normal. C'est pas un pléonasme, mais presque. Les lèvres que l'on voit ici, le français les a nommées pareil pour parler de celles qui sont en bas chez les femmes. Pourquoi ? Bon, au-delà du fait que ça se ressemble, ça c'est la partie anatomie, elles ont la même fonction, c'est de laisser s'échapper le son. C'est parce que le son, c'est le son, le bruit, mais le son chez les Anglais, par exemple, c'est le fils. C'est-à-dire quel est le rapport entre le bruit et l'enfant qui sort de la vulve ? C'est parce que chez les anciens, il n'y a pas de différence en termes d'événements. Il faut comprendre que l'ancien, il sait très bien que s'il utilise le même mot pour deux choses différentes, son interlocuteur va bel et bien comprendre qu'on ne parle pas de la même chose en fonction de ce qu'on désigne dans le contexte. En revanche, et c'est là l'astuce, la personne dotée d'esprit va se dire « Ah, ça c'est pertinent ». Ce qu'on appelle un fils et une fille, il faut comprendre que le français a genré fils et fille afin de pouvoir distinguer sans voir le sexe de l'enfant ce qu'est un enfant de sexe masculin d'un enfant de sexe féminin. Mais avant de genrer, il y a une seule idée qui est fille. Fille, c'est l'ancien mot français pour dire fils, en fait. Il n'y avait pas le S à la fin, on pouvait dire fille. Fille, je pense que beaucoup de gens devinent l'allusion au nombre d'or. Parce que si ce nombre est d'or, c'est qu'il est comme le soleil. Les choses lui tournent autour. Et on le retrouve dans tout ce qui est croissance, proportion dans l'univers. Et il faut comprendre du coup que si phi a donné filiation, continuité, etc., il faut comprendre qu'en fait, phi veut dire... on a ça également dans fidèle, mais c'est ce qui se manifeste et qui est proportionnel à l'ordre donné. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand un homme rencontre une femme, il lui donne un fils, ou une fille, hein, on s'en fout. Hein, quand je dis ça, ne vous offusquez pas, hein, c'est non-genré ce que je dis. Donc, il fait fi de cette femme, et la femme rend une copie plus ou moins fidèle de ce monsieur. Et après, ça peut se faire plusieurs fois d'ailleurs, hein, des fois même il y a des jumeaux. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a une intention qui était contenue dans l'homme et qui, passée par la femme, après avoir bossé, elle a travaillé, elle a tribulé, c'est le même mot,
D'ailleurs, le travail se dit en latin labora. Labora qui a donné lèvres, en fait. Hein. Le labeur ou les lèvres, le livre ou libra, la balance. En fait, c'est toujours la même idée. Parce que le travail, il sort une production, en fait, ou une reproduction. Donc, le son, le fils, sort des lèvres de la tête, hein, d'ici, parce que, en fait, le son, le bruit vient des entrailles. Ça s'est échappé, et ce que l'on entend est fidèle proportionnellement à ce qui s'est passé ici, mais qu'on ne voyait pas. Et là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, à propos de ce que l'on ne voit pas est le principe négatif universel. Encore une fois, il n'y a pas de sentiment dans cette idée de ne pas voir, on est très content de ne pas voir certaines choses. Très très content. L'obscénité, c'est justement de vouloir voir ce qui n'est pas montrable. La pudeur, la chasteté, ce genre de notions anciennes, c'est le respect de cet ordre des choses. Il y a des choses qui se font, que tout le monde sait, mais qui ne sont pas belles à voir. Pas belle à voir veut dire donc moche. C'est moche, on ne voudrait pas le voir en fait. C'est là, mais on voudrait pas le voir. Donc quand quelque chose est moche, ça veut dire qu'on préférerait qu'elle soit en nuit, qu'on ne la voit pas, voilée, ok? Voilà, c'est ça que ça veut dire. Les mouches, elles virevoltent au-dessus des merdes, et les nobles aimaient bien se mettre des mouches là. D'ailleurs, c'était noir. Hein. Une mouche, c'était une tache noire, comme une mouche. Et une mouche, c'est un truc, c'est moche quoi. C'est infect. On n'a pas envie de. Ça sent la mort en fait, une mouche. Hein. Les mouches sont autour des cadavres. C'est ça l'idée. Donc vous voyez que là, je suis passé sur le nom d'un insecte, et c'est vraiment pour montrer que tout est lié à ça. D'ailleurs, se moucher, c'est faire sortir quelque chose de son nez. Hein, donc on a le lien encore entre la nuit, le nez, etc. J'ai dit beaucoup de choses, mais j'ai toujours pas parlé du bélier, merde. Est-ce que je parle du bélier? Ah, faut parler du bélier. Le bélier, donc, ce mot est composé de bel, qui a donné bellum, la guerre, et belle comme désirable en fait, quelque chose de beau, de belle, parce que, encore une fois, c'est pas genré, hein. Un bellâtre, c'est pas féminin, c'est belle, désirable, qui stimule l'envie de le prendre ou de s'en nourrir. Et donc c'est pourquoi à la fois belle donne ce qui est beau et en même temps la guerre. Parce qu'on fait la guerre pour quelque chose que l'on désire. Si on désire soumettre un peuple, on peut lui demander gentiment, et il obtempère, hein, c'est l'émissaire qui arrive chez Léonidas et qui lui dit terre et eau pour l'empereur. Bon, il y a deux options. Léonidas, il lui dit ok, je te livre tout, même mes femmes, ou il lui dit non. Hein, donc au moment où il dit non, c'est ce qu'on appelle un casus belli, bah c'est la guerre. Voilà, tout simplement. En fait, Moïse fend les eaux. Il les ouvre, mais en fait il les fend. On appelle ça fendre. Fendre, c'est traverser et séparer sur son passage. La fente, on l'appelle comme ça parce que elle est fermée, elle va s'ouvrir, ou on peut l'ouvrir, on peut la traverser, on peut la fendre. Voilà. Donc, infant, enfant, c'est qui est dans la fente et qui va la traverser, sous-entendu, il ne parle pas encore. Et les latins utilisaient ça également pour le fœtus. Alors,
il n'avait a priori pas d'échographie électronique, hein, mais l'enfant dans le ventre, il n'est pas plus capable de parler que celui qui en sort. Donc, il est dans la fente de sa mère. Sa voix à lui est dans sa fente, mais lui est dans la fente de sa mère. Il n'a pas encore ouvert la porte. C'est ça le sous-entendu. Et qui dit porte dit passage. Et hop, je reviens à l'équinoxe de printemps. Et du passage, passer, c'est traverser. Il y avait quelque chose, un obstacle, probablement, on va le nommer comme ça, un obstacle, quelque chose qui empêche. Ce qui empêche, c'est le principe qu'on appelle mer. La mer, c'est ce qui empêche. Alors, là encore, pas de négativité, de ressenti émotionnello, psycho-affectivo, familial, on s'en fout. La mer est ce qui retient. Et heureusement qu'elle vous retient, parce que si vous étiez un fœtus et que vous n'aviez pas une mère pour vous protéger et vous nourrir pendant le temps de votre développement jusqu'à la sortie des eaux, vous n'auriez pas accès à la vie, puisque vous devez d'abord vivre dans une cellule, isolée du monde extérieur, une matrice. Donc là, les plus subtils auront compris qu'en quelques phrases j'ai résumé le film Matrix, puisque c'est exactement de ça dont il s'agit. Néo, il apprend au début du film qu'il vit dans la matrice. Et dont il est invité à s'échapper pour connaître le réel. Le réel qui est en guerre, qui est difficile, qui se bat contre les machines, etc., etc. Ça, c'est un autre aspect de ce qu'ont essayé les auteurs de témoigner, mais le principe, lui, il fait référence plutôt à la caverne de Platon, entre autres, à savoir, à un moment donné, on quitte un environnement qui a été tout calibré pour nous, genre tu penses ça, tu dis ça, tu fais comme ça, dans le but d'occuper ceux qui ne sont pas encore capables de sortir, et de nourrir ceux qui, une fois rassasiés, vont sortir de la caverne. Et en fait, la matrice, ou la nourrice, la mater, la mère, c'est ça. C'est un environnement nourricier, et il nourrit autant qu'il retient et contraint. La personne qui vit très bien de ce que lui donne sa mère, elle reste un enfant toute sa vie. L'enfant qui vit des contraintes qu'on lui a données pour le protéger de ce qu'il n'est pas capable de comprendre, en fait, hein, tout simplement, lui, il est très bien dans sa mère, dans sa matrice. Il ne veut pas sortir du ventre. Il est bien, c'est bon, c'est bon. Sa mère le nourrit, il est bien, il a tout ce qu'il lui faut. S'il devait côtoyer un jumeau là-dedans qui lui a envie de sortir, ce gars le dérange, quoi. C'est-à-dire que il comprend pas. Il dit, pourquoi tu veux sortir? On est bien là, on est bien. C'est le film The Island, hein, c'est la même idée. On a ça dans Matrix, dans The Island. Particulièrement dans ces deux films, maintenant il y en a d'autres, hein. Le principe de contrainte et de négation, c'est que ça dépend de quel côté on se trouve. Celui qui est à l'extérieur, qui est soit auteur, soit administrateur, soit spectateur de cette matrice, le principe négatif, il est tout relatif. Lui, il voit simplement un environnement dans lequel évoluent des fourmis. Ce principe de contrainte, la personne qui met la contrainte en place, il est ravi de la mettre. C'est un petit peu comme si vous aviez du bétail à garder, que vous mettez le chien à l'entrée du champ, ou que vous mettez des barrières. Vous êtes bien content que le bétail reste en place, quoi. Je veux dire, c'est normal. Après, vous allez le bouffer, vous allez lui tirer du lait, je veux dire, peu importe ce que vous faites avec, en fait. C'est le principe. Vous mettez en place une matrice. Un cadre, en fait, hein, dans lequel, voilà, les choses, ça se fait là-dedans.
il y en a qui, à un moment donné, ont le sentiment d'avoir atteint le stade de maturité suffisante pour se dire « ça ne me convient plus ». Il va faire comment? Parce qu'à un moment donné, il va taper contre la borne. To born, en anglais, c'est naître. Donc vous voyez qu'on est toujours dans la même thématique, hein. La membrane, la muraille, et vous remarquerez que mur, muraille, mer, c'est la même idée. Parce que le mur, il protège autant qu'il empêche de franchir. C'est cette idée-là. Donc, et également, le mur, à moins que ce soit une vitre, mais ça n'a plus le même mot du coup, le mur empêche de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et le franchir, c'est le passer. Le passage, c'est franchir le mur. Et péchar, en hébreu, il est dit, et je l'ai lu dans magazine féminin, Mademoiselle, je ne sais plus, bref, ça veut dire passer par-dessus. Bah, c'est QFD, hein, ça veut dire passer par-dessus, passer quelque chose. On encercle afin de contrôler, de réguler et d'encadrer, en fait. Les villes fortifiées, les châteaux, etc., mettaient des murailles pour protéger les denrées, les seigneurs, mais également le peuple qui se réfugiait dedans. On se réfugie derrière les murailles, on lève le pont-levis, et si un assaillant arrive, on est protégé, c'est ça l'idée. Mais le fait de le vivre bien ou mal, c'est une question d'adéquation avec qui vous êtes, où vous en êtes dans votre vie. Il y en a qui sont grands, il y en a, ils veulent sortir, ils veulent prendre leurs responsabilités, ils veulent quitter la mer. Ils veulent la quitter, donc ils sortent. Mais quand vous arrivez à 9 mois, vous sortez. C'est une première étape, c'est un passage. Et donc, je parlais de Pessah tout à l'heure et de Pâques. La Pâque qui est en fait avec un accent circonflexe, donc c'est la Pasque en fait, hein. C'est la Pasque, ça a donné Pascal comme l'agneau. Parenthèse, si on sacrifie un agneau pour le manger, c'est parce que agneau veut dire tout simplement année, hein. C'est un mot qui désigne ça. Et cet agneau est l'enfant, hein, donc on revient sur le thème de l'enfant, du bélier. Et le bélier, lui, en fait, c'est le signe du zodiaque qui est juste après les pascons, ou les pisques, ou les poissons, c'est eux, en fait. Donc, les petits poissons dans la mer, ce sont justement ces enfants qui ne sont pas encore capables de sortir. Ils vont sortir, mais ils sont encore dans l'eau, dans la mer. Et donc, le passage du signe des poissons au signe du bélier correspond à l'équinoxe de printemps. Je reviens sur l'origine de mon propos.